La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques ou des sociétés d'investissement par exemple. La plupart des banques de détail ont leur propre division de banques d'investissement. Or, lorsque cette activité est en difficulté, ce sont les épargnants qui en pâtissent. La séparation des activités de banque de détail et de banque d'investissement est-elle indispensable? Quelle est sa réglementation et quels en sont les enjeux? Qu'est-ce qu'une banque de détail? La banque de détail est un des deux types de banques de dépôt avec les banques d'affaires. Une banque de détail est une banque qui exerce une activité de collecte de dépôt, de distribution de crédit et de produits de placement à destination d'une clientèle individuelle, à savoir particulier ou PME. Parmi les principaux réseaux de banques de détail en France, on retrouve la Société Générale, le groupe du Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole. En 2010, les activités de la banque de détail ont mobilisé plus de 140 000 personnes, soit 70% des effectifs bancaires. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement? Une banque d'investissement est une banque qui a pour rôle de conseiller les investisseurs privés ou institutionnels sur les marchés financiers. À la différence des banques de dépôt, la banque d'investissement se finance directement auprès des autres banques, marchés monétaires ou banques centrales, puisqu'elle ne reçoit aucun dépôt de particulier. Néanmoins, aujourd'hui, la majorité des banques d'investissement n'est pas indépendante et est en fait une entité ou division d'une banque. Par exemple, la Société Générale a sa propre banque d'investissement qui s'appelle la SGCIB, Société Générale Corporate and Investment Bank. En 2010, les activités de la banque de financement et d'investissement ont mobilisé plus de 30 000 personnes, soit 16% des effectifs bancaires. Depuis la crise des subprimes, les banques sont soumises à une réglementation de plus en plus contraignante. Quelles sont ces règles? Les accords de Bâle III du 16 décembre 2010 ont pour but de renforcer le système financier. Suite à la crise de 2007, le monde s'est rendu compte que les banques n'avaient pas suffisamment de réserves en fonds propres pour absorber les pertes. La crise a entraîné des incertitudes concernant la qualité des bilans, la solvabilité des banques, mais également concernant les risques liés à l'interdépendance des banques. Comme son nom l'indique, Bâle III part de Bâle II, qui réglemente principalement le capital. En effet, comme les banques ont toujours beaucoup de prêts, de nombreux risques leur sont associés. Bâle II prévoyait donc qu'une partie des capitaux devait servir à couvrir ces risques. Prenons l'exemple d'une banque X qui comptabilise 100 milliards d'actifs pondérés par le risque, les risk-weighted assets. Ces 100 milliards représentent le montant minimum de capital que doit posséder la banque X pour assurer ses prêts. Bâle II préconisait de réserver 2,5% de ces risk-weighted assets dans son capital, tandis que Bâle III, qui reprend les mêmes concepts, augmente le niveau de ce capital requis de 2,5% à 7%, voire plus, selon le type d'activité de la banque. Une des choses les plus importantes réglementées par Bâle III est la liquidité des banques, représentée ici par un sceau. Ce sont donc des euros et des centimes. La vitesse à laquelle le sceau se remplit, donc la liquidité, est unique à chaque banque. Afin d'uniformiser et d'avoir une mesure qui s'applique à toutes les banques, Bâle III exige que les banques fassent un stress test sur 30 jours et pendant ces 30 jours, les banques doivent toujours avoir un certain niveau de liquidité. La réglementation des banques avec Bâle III serait une des solutions à la crise d'aujourd'hui. Mais la séparation des activités de banque est-elle toujours d'actualité? Quelles sont les décisions qui ont été prises par les différents États et quels en sont les enjeux? Deux écoles sont enseignées actuellement, celle de Paul Volcker aux États-Unis et celle de John Vickers au Royaume-Uni. Paul Volcker préconise l'interdiction du trading pour compte propre des banques, qui serait pour lui une des causes principales de la crise actuelle. La difficulté est qu'en pratique, il n'est pas aisé de distinguer dans les activités de trading ce qui est purement pour compte propre et les activités de market making qui servent pour les activités de clients. C'est la raison pour laquelle l'application de la Volcker Rule, qui devait s'effectuer aux États-Unis cette année, a été différée. La piste de John Vickers est celle qui a été reprise par la France, à savoir la séparation des activités de banque de détail et de banque d'investissement. Ainsi, la banque de détail et ses dépôts seraient filialisés et dotés d'une gouvernance spécifique, avec un board distinct de celui du groupe bancaire et composé majoritairement d'administrateurs indépendants. La banque de détail ferait l'objet de ratios de capital et d'une régulation spécifique. Mais cette séparation pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les activités de marché. Écoutons l'analyse de Nicolas Dose, économiste sur BFM Business. Je ne sais pas si l'histoire s'écrira comme ça, mais c'est assez passionnant. C'est tout simplement de provoquer l'autodestruction
des activités de marché, provoquer l'autodestruction des activités de marché. Acte 1, je place toutes ces activités spéculatives dans une filiale à part. Acte 2, cette filiale ayant des activités ultra risquées, elle se trouve devant l'obligation d'accumuler une montagne astronomique de capitaux propres compte tenu de son exposition au risque. Acte 3, la montagne de capitaux propres est telle qu'elle remet en cause la rentabilité des activités de marché. Acte 4, les activités de marché ne sont plus suffisamment rentables à cause des normes de Bâle et à ce moment-là, elles s'éteignent toutes seules.